Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à faire signe. On va attendre de 2-3 minutes que nos différents participants nous rejoignent avant de lancer ce webinaire. Bonjour aux nouveaux arrivants. Je vois qu'on est déjà une grosse trentaine. Je vous attendre encore 2 minutes que d'autres participants nous rejoignent et on lancera donc le webinaire. Donc, nous allons commencer d'ici une minute. Pour vous expliquer un peu le déroulement de ce webinaire, vous aurez la possibilité tout au long de notre présentation de poser des questions via l'onglet Q&R que vous avez sur la partie supérieure de votre écran et nous y répondrons à l'issue de cette présentation. Il y a un temps dédié à la réponse à ces questions. N'hésitez pas à en poser. Je vous propose donc de commencer. Je vois qu'il est 11h05. Donc, je vous le répète, donc pour les nouveaux arrivants, donc bienvenue sur ce webinaire sur le data management. Vous aurez l'occasion tout au long du webinaire de poser vos questions via l'onglet Q&R qui se situe sur la partie supérieure de l'écran. Donc, n'hésitez pas. Jean-Baptiste, je te propose de commencer. Eh bien, allez, c'est parti. Du coup, effectivement, je me permets de nous présenter. Donc, vous avez avec vous Clément Père, qui est Energy Manager chez Adviseo, qui va aujourd'hui vous parler de l'analyse des données énergétiques, ainsi que moi-même, Jean-Baptiste Rollet, qui suis plutôt data analyst, qui va plutôt vous parler de la partie remontée de données. Donc, Clément et moi, nous représentons Adviseo. Euh,
Advideo, c'est une société d'ingénierie d'excellence au service de la performance énergétique. Nous existons depuis 2013. Le projet a été lancé par Cyril Saï, qui était ingénieur au sein du groupe CETEC. La société a beaucoup évolué depuis. Ce que vous pouvez retenir, c'est que nos actualités récentes, c'est l'intégration dans le groupe Hager, et qu'aujourd'hui, nous représentons 130 personnes, dont quand même 50 energy managers. Donc, c'est-à-dire qu'on est une société qui fournit du logiciel, c'est peut-être aussi comme ça que vous nous connaissez, mais on est aussi et surtout une société d'expertise sur l'efficacité énergétique. Cette efficacité énergétique, on la pratique chez un grand nombre de clients, avec des patrimoines qui sont très variés. On va pas mal travailler avec le public d'un côté, que ce soit des parcs d'envergure plutôt locale, avec des régions, des communes, des métropoles, ou plutôt nationales, avec des grandes entités. Côté privé également, on va avoir des grands réseaux, ainsi que des acteurs plus locaux. Avec tous ces clients, qu'est-ce qu'on fait réellement? On a 4 grands métiers chez Adviseo. Le premier, c'est celui qui est en bas à droite, parce que c'est le dernier chronologiquement dans le déploiement, mais c'est le fait d'agir, c'est la performance énergétique, le suivi des consommations et le conseil. Et au service de cette performance énergétique, on a 3 autres briques. On a la brique connectée, donc qui va être tout ce qui est instrumentation d'objets connectés pour récupérer les informations. On va avoir l'analyse au travers de notre plateforme CEVI, qui est un EMS, un système de gestion de l'énergie qui vous permet de remonter vos consommations énergétiques et de les centraliser. Et enfin, on va avoir le pilotage avec Cockpit, qui est notre logiciel d'hypervision qui sert à piloter à distance vos différents sites de manière unifiée. Maintenant que vous en savez un peu plus sur nous, on va se concentrer sur le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est l'utilisation des données pour l'exploitation d'un parc immobilier, qu'on a résumé dans les mots data management. Alors le data management, qu'est-ce que c'est? C'est des mots qu'on utilise parce on les pratique, on les entend sur le marché, mais dans la bouche des différents interlocuteurs, ils n'ont pas toujours le même sens. Nous, on reconnaît, entre guillemets, deux différentes définitions du data management. La première, c'est la gouvernance des données. C'est ce que nous, en interne, on appelle le data management et qu'on vend comme le data management. C'est vraiment le fait d'obtenir des données et de garantir leur qualité. Mais vous entendrez aussi parler de data management dans la sphère de l'efficacité énergétique, comme la gouvernance plutôt par les données. Chez nous, chez Adviseo, c'est ce qu'on appelle l'Energy Management as a Service, abrégé aussi en EMAS, où là, l'idée, c'est de s'appuyer sur les données pour faire des actions de performance énergétique et les suivre, mais sans nécessairement des audits et des déplacements sur site, uniquement en se basant sur les données déjà à disposition. Maintenant qu'on a posé ce contexte, vu que c'est plutôt mon métier, mon dada, c'est moi qui vais vous parler des différentes données qu'on va pouvoir exploiter dans le cadre du data management et du data management, comme on le comprend chez nous et comme on le comprend ailleurs. Les grandes typologies de données avec lesquelles vous travaillez et les gens qui travaillent dans l'énergie sont habitués, on va les distinguer à la fois par type, donc on va vous parler de données plutôt de comptage d'énergie, que ce soit compteur ou sous-compteur, avec des compteurs concessionnaires ou avec des compteurs posés vous-même, des données de mesure de confort et des données de fonctionnement qui sont plutôt en rapport avec les équipements. Ces données, traditionnellement, elles sont plutôt exploitées à une maille annuelle. C'est-à-dire qu'au niveau du comptage, on va pouvoir se tourner vers les distributeurs et les fournisseurs pour avoir des feuilles de gestion, des historiques. On va pouvoir se baser sur des reporting, des audits. Du côté des données de mesure, on va pouvoir faire des données ponctuelles, des campagnes ponctuelles de mesure, des sondages pour avoir une information, une photo à un instant T qui est généralement renouvelée tous les ans ou à une fréquence un peu plus faible. Et pour les données de fonctionnement, de la même manière, on va avoir des suivis de fréquentation, des suivis de process, de vente à la maille annuelle. On va pouvoir consolider tout ça pour faire notre joli rapport annuel de performance énergétique. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin que le reporting annuel et qu'on veut commencer à être dans le pilotage et la comparaison des sites entre eux, on va plutôt se diriger vers une maille mensuelle. À la maille mensuelle, on va capter globalement le même genre de données, mais pas à la même fréquence. Là, on va plutôt, pour le comptage d'énergie, se tourner vers les données de facturation, qui sont plus souvent à une maille mensuelle. On va pouvoir aussi, surtout si vous avez un mainteneur, la maintenance, exploitation ont beaucoup l'habitude de faire des relèves manuelles, des relèves à pied des différents compteurs et sous-compteurs. Au niveau des données de mesure, on n'a pas vraiment de nouveaux types de données qui vont s'ajouter à la maille mensuelle. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui d'acteur qui fournit des données de confort à la maille mensuelle. Au niveau des données de fonctionnement, à une maille mensuelle, on va commencer à entendre parler de visites
ponctuelles, visites régulières sur les sites pour aller récupérer les paramètres de régulation, vérifier que tout est toujours conforme à ce qui avait été prévu. Donc maintenant, on a un joli rapport mensuel et j'aimerais signaler que déjà à partir de la maille mensuelle, on commence à sentir le poids du temps de la collecte de données. On commence à passer du temps à collecter les informations, peut-être pas encore plus que ce qu'on passe à réellement faire les actions, mais ça commence à peser. Donc déjà, dès cette maille temporelle-là, la question d'un logiciel de management de l'énergie qui permet de collecter ces informations automatiquement et de les consolider commence à se poser. Il va devenir quasiment obligatoire une fois qu'on passe à une maille plus fine, qui est la maille quotidienne, où là, on va vraiment être dans la surveillance et le pilotage au jour le jour de nos sites, et où on ne peut pas se permettre de passer 2 heures chaque jour à juste récupérer des informations. Là, on va plutôt tabler sur les données des distributeurs, notamment le gaz avec GRDF qui nous fournit des données à une maille journalière. Et pour les données de fonctionnement, on va avoir certains systèmes automatisés qui vont nous fournir des récapitulatifs quotidiens, soit de données de production, soit de fréquentation. Encore une fois, au niveau des données de mesure, on n'a pas vraiment de nouvelles sources de données à la maille journalière. Les nouvelles sources de données, elles vont vraiment apparaître à la dernière maille, qui est la maille quotidienne, pardon, infra-quotidienne, infra-jour. Cette donnée-là, on va vraiment parler de points 10 minutes, de choses qui sont remontées en temps réel. Globalement, on commence à rentrer dans le milieu du tout automatisé, que ce soit la GTB, l'IoT, les capteurs. Là, on est vraiment sur des choses qu'on ne peut pas faire à la main. On va compter sur, pour les compteurs concessionnaires, les données des distributeurs. Pour le comptage à l'intérieur d'un bâtiment, on peut s'appuyer sur la GTB qui est déjà existante, ou en dernier recours poser de l'IoT. Je fais un peu un aparté là-dessus parce que là, on a une vision de l'IoT chez Alileo qui est assez particulière. Notre but, c'est pas de tout instrumenter pour le plaisir. Notre but, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'il est pertinent de récupérer comme information pour faire les analyses que Clément va vous présenter tout à l'heure. Du coup, on va vraiment venir compléter ce qu'on ne peut pas capter par d'autres moyens que soit la GTB ou le concessionnaire avec de l'IoT, parce qu'on pense que c'est une solution qui permet d'avoir des informations intéressantes, importantes, à moindre frais et de compléter les trous qu'on ne peut pas avoir autrement. Par contre, on préférera toujours, si on a déjà du comptage ou de la sonde de confort installée en place de la GTB, aller se connecter à ces systèmes-là. Enfin, pour les données de fonctionnement, de la même manière, on peut avoir de l'IoT ou de la GTB où on peut récupérer les informations de fonctionnement, les consignes données en temps réel, les ordres de marche donnés en temps réel des différents équipements. Et avec ça, vous avez un panorama, un peu une liste à l'après-vert globale de tout ce qu'il est possible de collecter et ce sur quoi vont se baser nos analyses par la suite. Maintenant qu'on a une liste de types de données qu'on va pouvoir exploiter, se pose la question de comment est-ce qu'on peut faire confiance à ces données et comment est-ce qu'on maintient ces différentes remontées de données dans le temps. Donc pour ça, directement, pour vous parler des types de dysfonctionnements qu'on peut récupérer sur une remontée de données, il faut qu'on vous parle de la chaîne de collecte de l'information. Alors là, l'idée ne va pas être de faire une présentation très technique sur les différents systèmes informatiques mis en jeu, mais de vous signaler que toute remontée de données est une chaîne de collecte d'informations dont les maillons sont différentes parties prenantes ou différents systèmes. Donc sur la slide suivante Clément, pour vous donner un exemple, entre guillemets, le plus simple possible pour ne pas rentrer dans le côté trop informatisé, on va vous parler de relève à pied. Donc la relève à pied, qu'est-ce que c'est? C'est votre mainteneur, c'est quelqu'un qui est sur site, c'est vous, qui passez sur le site et qui récupérez des informations directement sur les compteurs. Pour faire une relève à pied, il vous faut avant tout un compteur. C'est bête à dire, mais aujourd'hui, on a quand même pas mal de bâtiments dans le cas où on a un point de livraison qui dessert plusieurs bâtiments, on n'a pas de sous-comptage différencié. Donc déjà, faire un plan de comptage, identifier les endroits où on va poser des compteurs, c'est important. Ensuite, ce compteur, il faut qu'il ait un opérateur qui aille le relever. Une fois que l'opérateur il a relevé le compteur, ce qui, soit dit en passant, n'est pas toujours gagné, surtout avec les compteurs électriques modernes, on a plusieurs index, plusieurs infos intéressantes, il faut savoir ce qu'on relève, c'est pas toujours évident. Une fois qu'on l'a relevé, il va falloir le saisir. Encore une fois, la question de la saisie, elle peut paraître triviale, mais surtout dans le cas de double saisie, c'est-à-dire que si on commence par saisir à l'écrit, puis qu'ensuite il faut le basculer dans un logiciel, ou si on a un logiciel qui ne permet pas la relève hors ligne et qu'on est dans une chaufferie ou dans un regard de compteur d'eau, on ne peut pas pouvoir saisir directement, on rajoute une difficulté, on rajoute une source d'erreur. Enfin, une fois qu'on a nos données, on va pouvoir faire des calculs de consommation. Encore une fois, il faut que ces calculs soient faits correctement, qu'on désindexe correctement, qu'on vérifie la cohérence avec les index saisis précédemment. Et enfin, on va avoir la restitution dans notre système de choix. Chacun de ces maillons, comme on vous l'a un peu détaillé, c'est une source potentielle d'erreur.
Et l'idée du data management, comme on le pratique, c'est de cartographier ces sources d'erreurs pour les anticiper et mettre en place des garde-fous qui soient soit humains, soit organisationnels, soit informatisés. Une fois qu'on a la donnée, on a beau mettre tous les garde-fous qu'on peut, on veut vérifier la qualité de ce qu'on reçoit. Pour vérifier la qualité de ce qu'on reçoit, on pratique couramment 3 grands types d'analyse. La première analyse, c'est la complétude. La complétude, c'est la mesure de la disponibilité de la donnée, qu'on pratique de 2 manières chez nous. On va avoir une vision temporelle de la complétude. L'idée de la complétude temporelle, c'est de se dire, est-ce que j'ai au moins une information? Ça va nous permettre, avant une analyse, de se dire, est-ce que mon analyse va être pertinente parce que j'ai suffisamment d'informations exploitées? Ensuite, on a une vision qui est plutôt du côté technique de la remontée de données, qui est de se dire quel est le taux de récupération de ma remontée de données. C'est-à-dire que même si j'ai l'info par ailleurs, est-ce que tous mes systèmes sont bien opérationnels? La deuxième étape, une fois qu'on a établi qu'on avait l'information, c'est de vérifier sa cohérence. La cohérence, c'est une mesure de la fiabilité de la donnée, qui va consister à comparer la même information fournie par 2 systèmes ou 2 sources différentes. Typiquement, vérifier que notre fournisseur facture bien ce que le distributeur mesure, ou valider une remontée de données informatique avec une relève à pied dont on a parlé juste avant. Dernier type d'analyse qui là va être plus automatique, qui se voit moins mais qui est tout aussi importante, c'est le nettoyage de la donnée, le nettoyage des valeurs aberrantes. L'idée de nettoyage des valeurs aberrantes, c'est de se dire qu'au-delà d'une certaine valeur, on va même pas s'embêter à la regarder, on sait qu'elle n'a pas de sens et que c'est probablement une erreur de saisie ou un bug informatique. On peut traiter les valeurs aberrantes soit avec des alertes, où on demande un contrôle manuel derrière, soit en la filtrant directement, en se basant sur des valeurs qui sont soit fournies par l'expertise de quelqu'un qui sait ce qu'il regarde et qui sait quelle valeur il veut voir, soit avec un traitement informatique qui va déterminer des valeurs aberrantes en se basant sur l'historique des données qu'on reçoit. Ça, c'était dans les grandes lignes. L'idée maintenant, je vais vous donner quelques cas concrets de quand est-ce que cette analyse vous sert et quelle peut être la source du problème. Donc au niveau d'une analyse de complétude, un des cas qu'on rencontre le plus souvent, c'est le cas du changement de fournisseur. En théorie, lorsque vous changez de fournisseur, le contrat de distribution auprès de votre distributeur d'énergie, il est transféré, mais il n'est jamais clôturé. C'est ce qui fait que vous n'avez pas de coupure d'électricité quand vous passez d'un fournisseur A à un fournisseur B. Il arrive parfois, lorsque les négociations qui sont peut-être en cours pour certains d'entre vous de changement de fournisseur traînent un peu, que le fournisseur sortant, pour éviter d'avoir à assumer le coût de distribution s'il n'y a pas encore de fournisseur repreneur, clôture le contrat de distribution s'il considère qu'il n'a pas assez de temps pour le transférer. Dans ce cas-là, du point de vue du gestionnaire du réseau de distribution ou GRD, le client a changé et par souci de protection des données personnelles, il va donc couper la remontée de données. On va détecter ces anomalies en surveillant la complétude des données GRD et des données fournisseurs pour s'alerter sur le fait qu'il y a eu un changement qu'on n'a pas reconnu et ou que le GRD n'a pas reconnu. Pour vous parler plutôt d'un cas d'école côté cohérence, un cas d'école côté cohérence qu'on connaît avec les GTB, c'est les erreurs de synoptique. Aujourd'hui, on peut avoir sur des bâtiments de taille moyenne des synoptiques de GTB avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines dans des cas extrêmes de compteurs. Et du coup, c'est très compliqué d'identifier quel compteur fait réellement quoi. Et quand on regarde la GTB du point de vue informatique, de dire quelle adresse informatique, quel numéro correspond à quel compteur sur le terrain. Souvent, on travaille a posteriori avec des synoptiques qui sont obsolètes parce qu'il y a des travaux qui sont passés derrière, ou carrément sans le synoptique et on doit faire le plan de comptage en passant sur site. Et dans ces cas-là, c'est difficile de retrouver qui est qui. Ces anomalies-là, on va plutôt les détecter via une étude de la cohérence, en vérifiant la cohérence de la télérelève distributeur avec les relevés GTB et ou de relevés manuels avec les relevés GTB, pour s'assurer que tout correspond, que les compteurs enfants font bien la somme de leurs parents, etc. Face à ces cas d'école, nous, on propose 2 grands types d'actions pour augmenter la qualité des données. On vous en a déjà un petit peu parlé, mais on classifie ces actions dans les actions automatiques. Typiquement, chez nous, dans notre SME, on a ce qu'on appelle une priorisation des sources, c'est-à-dire qu'on va capter plusieurs sources pour la même information. Typiquement, pour une consommation facturée, on va aller la récupérer chez le distributeur et le fournisseur. Et dès qu'on a une de ces informations, on va l'afficher en les priorisant, en choisissant celle qui nous semble la plus pertinente. Cette priorisation des sources, elle nous permet plutôt de maximiser la complétude, de faire en sorte qu'on a toujours au moins une donnée à présenter. Du côté des actions plutôt sur la cohérence, on va avoir la détection d'anomalies dans la facturation.
quand une facture nous parvient, on va vérifier que l'ensemble des informations nous semblent cohérentes. Ce sont des contrôles qui sont globalement des contrôles de base, mais qui vérifient que l'information qui nous est parvenue est correcte. On va notamment regarder que le coût hors taxe est bien inférieur au coût de toute taxe comprise et que les dates de facturation sont bien postérieures aux dates de consommation. Enfin, malgré tous ces garde-fous et tous ces traitements automatiques, il y a souvent des problèmes où le décisionnaire final, ça va être un œil humain qui va nous dire s'il y a un problème ou pas. Et pour la maintenance dans le temps, c'est aussi très important d'avoir un œil humain qui surveille que tous les systèmes fonctionnent. Nos actions humaines dans le data management, elles se traduisent par un suivi de la qualité de données, avec des statistiques qui sont éditées régulièrement, et un plan d'action associé, où on trace les actions qui sont identifiées comme à réaliser pour améliorer la qualité des données, et on trace leur réalisation, et on en rend compte régulièrement à nos clients pour montrer l'avancement. Un exemple de ça qu'on peut vous donner, c'est la prestation de data management qui a été réalisée pour un de nos clients. Sur un parc tertiaire d'envergure nationale avec de l'ordre de grandeur de plusieurs milliers de points de livraison répartis dans toute la France. Sur ce parc-là, on a notamment travaillé à consolider la base de données d'entrée de notre client, c'est-à-dire repérer les points de livraison pour lesquels les identifiants ne correspondaient pas au référentiel des fournisseurs et distributeurs, et on a pu assister à la récupération des identifiants corrects, en donnant de notre expérience et de notre travail avec les fournisseurs et distributeurs quelle était la bonne référence à fournir et quel est le fonctionnement interne du distributeur. On a pu aussi dialoguer avec des entreprises locales de distribution pour demander l'ouverture de connecteurs pour garantir qu'on avait le plus de données possible. Enfin, on a aussi travaillé à fiabiliser nos flux fournisseurs existants. Alors, c'est pas uniquement dans le cadre de ce client-là, hein, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien de manière générale, pour basculer sur des modes de récupération informatiquement plus robustes, comme les API ou les FTP. Et donc, on peut remarquer que là, on a un petit compte rendu de la prestation de data management avec l'évolution de nombre de points en complétude, avec soit des choses qui soient constantes, soit des hausses, soit des baisses. Par exemple, la baisse sur la complétude de réseau de show, pour vous donner un petit peu les coulisses, elle n'est pas tellement due à une perte d'information, elle est juste due au nombre de points qui a augmenté parce qu'on a fait remarquer à notre client qu'il n'avait pas les bonnes références. Donc en ajoutant des références, en étoffant le nombre de points de livraison qu'il avait sur son site, sur ses sites pour garantir qu'on avait les informations sur tous les sites, on a fait artificiellement un peu baisser la complétude. Vous avez maintenant un résumé à peu près global de toutes les informations qu'on peut récupérer et qu'est-ce que nous on fait au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien pour garantir leur exhaustivité et leur bonne qualité. Maintenant, si vous êtes là, c'est aussi pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire d'intéressant avec ces données-là. Et là-dessus, je laisse la parole à Clément qui va vous présenter toutes les analyses qu'on peut réaliser. Merci Jean-Baptiste. Maintenant que nous savons effectivement comment on peut assurer cette qualité de la remontée de données, nous allons nous intéresser à l'exploitation de ces données pour repérer des surconsommations énergétiques et surtout identifier la source de ces dérives pour pouvoir les corriger. Donc pour reprendre, comme vous l'a montré Jean-Baptiste, chaque type de données et fréquence de communication va demander un traitement spécifique en fonction de sa source. Et on va de même pour leur traitement. Il n'est pas possible de voir les mêmes problèmes avec une facture qu'avec un compteur Linky par exemple. Nous allons nous intéresser ici à 3 fréquences de remontée de données, exactement comme de la même manière que ce que vous a présenté Jean-Baptiste tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est possible de voir sur un historique de facture? Quelles dérives on peut identifier sur des remontées journalières ou bien évidemment sur des pas de temps horaires ou infra-horaires qui vont nous intéresser davantage. C'est tout à fait intéressant de se demander déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut regarder juste si on a uniquement nos factures sur nos bâtiments, il est tout de même possible d'effectuer un certain nombre d'analyses. Je vous ai mis ici un exemple sur le fait de mettre en perspective la consommation d'un bâtiment avec sa rigueur climatique. Cela nous donne beaucoup d'informations sur un bâtiment. Quand je parle ici de rigueur climatique, ce qui est communément accepté dans le secteur et ce qui est par exemple utilisé pour le dispositif éco-énergie tertiaire, c'est ce qu'on appelle les DJU, degrés jour unifiés, en base 18. Donc c'est l'unité qui permet globalement de savoir si un mois d'hiver est plus ou moins froid. C'est-à-dire que plus vous montez en DJU, plus le mois a été froid, pour synthétiser. On peut identifier, donc juste en traçant nos différents points, la consommation de nos bâtiments vis-à-vis de cette rigueur climatique, on peut identifier 2 problèmes. 2 sujets, on va dire, majeurs. Le premier, ce que vous voyez sur le graphe en bas à gauche, où on a regardé sur un bâtiment, on voit qu'on a une pente assez importante sur ce bâtiment. En effet, lorsqu'il fait un peu plus froid, le bâtiment va consommer beaucoup plus. Le bâtiment on va parler de thermosensibilité du site,
puisque ça va nous donner le reflet de l'isolation du bâtiment, et ça va nous permettre d'identifier voilà, s'il y a des problèmes justement de... Si le site est une passoire thermique, un cas extrême, alors on aura une pente très élevée, puisque lorsqu'il fait un peu plus froid, le site va consommer vraiment beaucoup plus. Si on prend l'extrême inverse, si vous avez un bâtiment parfaitement isolé, complètement hermétique aux températures, alors on aura une pente nulle, ce sera une constante. Voilà, donc, globalement, cette pente, plus elle est importante, plus elle nous donne une indication sur l'isolation du bâtiment. C'est-à-dire que si vous avez votre parc de bâtiments, uniquement les factures, les DGU, c'est des données qui peuvent se récupérer en accès gratuit sur Internet. Vous mettez ces données en perspective, ça peut vous donner une image, une cartographie de l'isolation de votre parc. Et dans un deuxième sujet, en zoomant un peu plus sur une de ces signatures énergétiques, on peut s'intéresser à la dispersion des points. C'est-à-dire que pour une rigueur climatique proche, donc 2 mois où il a fait à peu près aussi froid, est-ce qu'on a consommé de la même manière? Si on a une régulation qui est bonne, qui est stable, on peut s'attendre effectivement à avoir une, des points qui soient parfaitement alignés, comme vous le voyez sur la courbe de gauche, qui soient bien alignés. C'est voilà, euh, j'ai 2 mois où il a fait les mêmes températures globalement, j'ai consommé de la même manière. Si vous avez une dispersion importante, donc comme ce que j'ai entouré sur cette diapo, vous voyez que globalement, en fait, vous avez des mois similaires et vous consommez de manière très différente. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Ça peut être tout simplement une fermeture du bâtiment sur une période, que ce soit par exemple les fêtes de fin d'année en décembre, que ce soit des vacances scolaires, que ce soit des travaux sur le bâtiment. Voilà. Le bâtiment peut moins consommer pour des raisons autres, mais ça peut également s'expliquer par le fait que on a un problème de régulation sur le bâtiment. Et donc, sur des mois similaires, on va consommer nettement différemment parce que il y a eu des changements de réglage et qui ont fait que en fait, on s'est mis à consommer plus ou alors à consommer moins. Et donc c'est intéressant de s'interroger dans ce cas-là, qu'est-ce qui a été fait? Et donc cette dispersion des points va nous permettre d'identifier ces différents sujets. Donc là, c'était avec des données mensuelles. Dans un second temps, on va regarder quelles dérives de consommation on peut identifier lorsqu'on a un point de données par jour. Donc je vous ai donné ici un exemple, c'est la mise en réduit du chauffage le week-end. Donc sur les compteurs Gaspard, c'est des compteurs communicants de gaz, on remonte globalement un point par jour qui est la consommation du jour. Avec cette consommation, on s'attend à un résultat. C'est toujours intéressant de se demander, avant de voir la courbe, quelles données on s'attend à voir. Et globalement, sur le chauffage, ce qui est préconisé de manière générale, c'est une mise en réduit le week-end et les soirs en semaine d'environ 3 degrés. Par exemple, le plan de sobriété qui a été mis en place au niveau national par l'État, c'est 19 degrés en journée, 16 degrés la nuit le week-end. Pour beaucoup d'entreprises, ils ont repris des plans de sobriété similaires, des chartes de confort thermique qui vont traduire cela en consigne derrière. Donc on s'attend à avoir une baisse d'environ 20% de la consommation entre le week-end et la semaine. Ce qu'on a comme ordre de grandeur de manière classique, c'est vraiment le chiffre qui revient beaucoup, c'est une baisse d'1 degré, c'est 7% d'économie sur le chauffage. C'est pour ça. Donc ici, je vous ai mis un exemple de consommation donc sur le mois dernier, où on voit globalement, par rapport à notre consommation en semaine, on a bien une baisse des consommations. Donc les périodes grisées sont le week-end, c'est les deux premières barres. Ce qu'on a par exemple le 2 et 3 novembre, le 9 et 10 novembre, ce sont les consommations de week-end. Donc là, on a bien un réduit qui est mis en place, on voit effectivement une baisse de consommation. Si ce n'est pas le cas, l'action à faire, c'est tout simplement de paramétrer un réduit le week-end sur ces bâtiments. La majorité des régulateurs en chaufferie, puisque là on parle de gaz, la majorité des régulateurs permettent la mise en place de programmes horaires adaptés par jour. On peut régler par jour le début et la fin du programme horaire avec un mode confort, avec une température par exemple d'ambiance de 19 degrés et une température de réduit de nuit à par exemple 16 degrés. L'économie attendue sur la facture mensuelle, c'est une économie d'environ 5%. Et là, si on est attentif sur cette courbe, il y a une deuxième dérive qu'on peut identifier. Ça ne nous aura pas échappé, au mois de novembre, il y a plusieurs jours fériés. Il y a ici, par exemple, sur le 1er novembre, on n'a pas eu de baisse des consommations. Pourtant, ce bâtiment, je le connais, il était inoccupé ce jour-là. Donc là, dans ces cas-là, on a un exemple de seconde dérive. C'est vraiment un réglage encore plus fin. Et donc, c'est d'aller paramétrer les jours fériés sur les régulateurs. Là, de la même manière, c'est souvent très simple. La limite, souvent, c'est qu'on ne peut pas paramétrer les 10 prochaines années de jours fériés, mais chaque année, en fait, on a souvent sur ces régulateurs, on peut paramétrer les 5-6 jours fériés suivants, ce qui est largement suffisant pour la période de chauffe. Donc ça, c'est une demande que vous pouvez faire directement au niveau de la gestion du bâtiment.
Ou alors, normalement, c'est au technicien de maintenance qui a la charge de l'entretien de la chaufferie, lors de la remise en chauffe du bâtiment, se poser la question, quand sont mes jours fériés? S'il tombe un week-end, pas de problème, puisque vous avez déjà un réduit qui est paramétré normalement. S'il tombe en semaine, comme ça a été le cas pour le 1er novembre ou le 11 novembre, alors il est important de mettre ce qu'on appelle des jours d'exception qui vont forcer un réduit sur ces jours-là, même si c'est en semaine. Donc là, ça, c'est des actions en fait qui prennent 5-10 minutes au mainteneur et qui derrière vous permettent d'économiser. L'économie est un peu plus faible, mais globalement, vous avez tout intérêt à ne pas chauffer lorsque vous n'occupez pas le bâtiment. Comme vous en doutez, lorsqu'on a une remontée de données qui est plus fine, il est possible d'être plus réactif et surtout plus précis dans la correction de dérives. Nous allons regarder ici deux exemples de problèmes qui peuvent s'identifier par lecture directe des courbes remontées. Donc, ces deux exemples, c'est la détection d'une fuite d'eau et ensuite on verra l'application d'une charte de confort thermique. Donc là, vous voyez les consommations en litres par heure d'un bâtiment tertiaire. Donc c'est globalement l'usage des sanitaires. On a une petite cafétéria donc avec des consommations d'eau. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une plus grande présence le vendredi. Il y a des agents qui font une ronde le samedi, donc c'est ce qui explique le petit point le 10 novembre. Voilà. Et là, ce qu'on observe, c'est que le 12 novembre, on a une fuite d'eau qui s'installe sur le bâtiment et qui va s'aggraver dans la nuit du 13 au 14 novembre. Dans ces cas-là, le compteur d'eau a été instrumenté et donc on a une remontée de la donnée. On peut détecter soit de manière manuelle en regardant les compteurs, soit en paramétrant des alertes qui vont nous remonter ce type de dérive. On va pouvoir détecter notre fuite d'eau et la corriger. C'est ce que vous voyez qui a été fait le 18 novembre. Globalement, sur un bâtiment tertiaire, comme sur la majorité des bâtiments, le site est inoccupé la nuit et le week-end. Et donc, on s'attend à avoir une consommation nulle pendant ces périodes-là. Dans la grande majorité des bâtiments, il n'y a personne sur site, vous n'avez pas de consommation d'eau. Il y a quelques rares exceptions quand vous avez des groupes de climatisation à ce qu'on appelle à eau perdue, qui vont avoir une consommation d'eau constante, mais ça tend à disparaître. Donc globalement, c'est une dérive qui est facile à identifier et à corriger. À corriger, ça dépend bien évidemment de l'origine de la fuite, mais c'est facile de se dire, voilà, là, c'est flagrant sur cette courbe, on voit qu'on a une fuite d'eau. Donc, je vous ai parlé d'un deuxième exemple sur l'application d'une charte de confort thermique. Donc, sur un site, on a déployé des sondes de température. On observe ici le plan de sobriété qui a été mis en place pour cette entreprise, c'est d'avoir 20 degrés de moyenne pour ce bâtiment. On voit, en l'occurrence, directement que nous n'y sommes pas, qu'il y a un surconfort en journée. Et on identifie également une deuxième dérive, qui est que là, le vendredi soir, la nuit du vendredi au samedi, en fait, il n'y a pas de baisse des consommations comme on a tous les jours, mais on a un talon sur les 2 premières semaines. On a un talon haut, puisqu'on se situe aux alentours de 22 degrés 5, donc ce qui est vraiment du surconfort pour un mois de janvier, là, en l'occurrence. Dans ces cas-là, on a identifié cette dérive, on l'a corrigée, et donc il y a un réduit qui a été mis en place, en l'occurrence, une modification du programme horaire, qui a permis de faire des économies sur ce bâtiment. Et ce que vous voyez sur les semaines suivantes, le week-end, on a vraiment une baisse qui était attendue en fait sur ce type de site, une baisse des températures et après le lundi matin, une remontée. Donc là, tous les problèmes ne sont pas réglés. On est encore en surconfort thermique, mais on a déjà identifié et corrigé ce problème de vendredi soir. J'ai gardé comme dernier exemple d'analyse de données, celle qui nous intéresse le plus, l'analyse de courbes de charge électrique. Les courbes de charge électrique, c'est vraiment un trésor d'information pour l'analyse des différentes dérives, puisqu'elles vont cacher énormément de données sur les appels de puissance des différents équipements. Donc elles vont nous permettre d'avoir vraiment à quelle heure et si on connaît bien son site, quels équipements se lancent pour pouvoir comprendre vraiment quelle est vraiment à quoi ressemble la consommation de notre bâtiment avec des pas de temps de 10 minutes ou 30 minutes en fonction des compteurs. Donc c'est vraiment l'information primaire. Je vous propose également là de regarder ensemble deux dérives qui sont visibles sur une courbe de charge. La première, sur cette courbe, ce qu'on voit, donc on a des belles consommations, c'est un site tertiaire, avec une légère baisse des consommations en mi-journée, puisque le bâtiment est moins occupé. Il y a les occupants du bâtiment vont avoir tendance à déjeuner dehors, donc on a une baisse des consommations, notamment liée à la bureautique. Mais ce qu'on observe, c'est que notre talon de nuit, qui se situe aussi ici aux alentours de 100 kW, c'est un très gros bâtiment, on l'atteint en fait, on le quitte à 3 heures du matin et on le retrouve à 22 heures. C'est-à-dire qu'il y a des équipements qui se lance à 3 heures et qui se coupe à 22 heures. Ce qu'on voit, c'est vraiment le passage à 3 heures et le retour à 22 heures, il se fait d'une manière, on a vraiment un cran,
Et quand on a un cran et que c'est pas continu, globalement, c'est que vous avez un équipement ou plusieurs équipements similaires qui partagent une programmation horaire qui ici est problématique. Je propose un deuxième exemple avant de regarder les corrections qui peuvent être mises en place sur ce bâtiment, donc beaucoup plus petit. Ce qu'on a, c'est un talon de consommation la nuit, donc c'est quelle est la consommation qu'on va consommer en nuit, que vous voyez qu'on atteint au minimum 3 fois sur ces 3 semaines en l'occurrence. Et donc ce qu'on observe, c'est que le reste du temps, au moment de nos consommations, au moment de la nuit, la fermeture du bâtiment, il n'y a pas un retour à un minimum de consommation. C'est-à-dire qu'on a des équipements qui tournent, qui pourraient ne pas tourner. On le sait ici qu'ils pourraient ne pas tourner, puisqu'on voit qu'on atteint ce minimum plusieurs fois sur ces semaines-là. En l'occurrence, les corrections qui ont été mises en place sur ces deux bâtiments, pour le premier, c'est une révision du programme horaire des CTA qui a représenté 4% de gains sur ce bâtiment. Et ça nous a permis d'affiner la courbe de charge pour que les CTA se lancent vraiment avec les autres équipements de chauffage sur les coups d'environ 6 heures, puisqu'on a du personnel de ménage qui était présent vers 7 heures sur le bâtiment, et se coupe à partir de 19h, 20h, quand les derniers occupants du bâtiment quittent le site. Et pour le dernier bâtiment, là, en l'occurrence, c'était des convecteurs électriques qui n'étaient pas éteints, donc qui demandaient une extinction manuelle. Donc, il y a eu une mise en place d'horloge pour éteindre, forcer la coupure de ces équipements toutes les nuits, et ça représentait 7% de gain sur ce site-là. On a vu ensemble donc, comment une remontée de données plus fine nous permet d'être plus précis et surtout plus réactifs dans l'identification et la correction de dérives. Comme vous vous en doutez, lorsqu'on dispose de ces informations pendant une longue période de temps, avec un point toutes les 10 minutes, toutes les 30 minutes, sur 1 an, 2 ans, 5 ans, on peut traiter ces données et les faire parler pour mettre en avant des dérives plus profondes et des informations qu'on ne pourrait pas visualiser directement sur ces courbes de charge, sur ces différentes remontées de données. Alors, comment globalement on va pouvoir traiter, parce que ce qui nous intéresse également, c'est de corriger sur notre bâtiment, pas sur un seul bâtiment, comme là on a regardé des exemples sur un site. Ce qui nous intéresse, ça va être d'élargir ces analyses pour corriger des dérives à l'échelle d'un parc et non plus d'un site. Pour cela, donc le premier pas, bien évidemment, c'est la remontée de données de consommation. Ça restera toujours le premier sujet. Il nous faut des données sur lesquelles on pourra traiter et analyser pour mettre en avant des dérives. Ces données de consommation, seules, elles vont nous aider, comme on a pu le voir manuellement, mais lorsqu'on a 30 bâtiments, 50, 100, 500 bâtiments, on ne va pas pouvoir se permettre de les traiter à la main. Ce qu'il va falloir identifier, c'est quel type de surconsommation liée à une dérive on retrouve sur plusieurs bâtiments. Cette identification, elle peut se faire à partir de l'analyse des courbes, comme on peut le voir. Bon, bah là, voilà, j'ai regardé sur ma courbe de charge, j'ai pris 4-5 bâtiments sur mes 50, je vois que j'ai ce problème de programme horaire qui revient régulièrement ou de talon de nuit qui revient régulièrement. Très bien, je sais que c'est potentiellement un problème pour mon site. Une fois que j'ai défini que ça peut être une origine de surconsommation, ça peut être également via des audits. Quelque chose de très récurrent, c'est on va échantillonner notre parc, on va dire voilà, j'ai 100 bâtiments, je prends 5 bâtiments qui sont représentatifs des typologies classiques de sites et sur lesquels je vais lancer des audits qui vont me permettre d'identifier réellement des dérives. Et voilà, je sais que sur mes bâtiments, ces dérives peuvent se produire. Une fois que j'ai identifié ces dérives, on peut se poser la question de, voilà, j'ai mon problème, j'ai de la donnée, comment est-ce que je peux construire une mesure qui va mettre en avant cette dérive? C'est-à-dire d'avoir quelque chose de chiffré où je pourrais comparer les bâtiments entre eux, où je me dirais, voilà, si on a cette valeur, alors le bâtiment est en dérive. Ce qu'on va appeler un indicateur, et on va pouvoir en définir liés à chaque dérive. Pour chaque dérive, globalement, on va pouvoir définir des indicateurs précis qui vont mettre en avant à quel point le site est en dérive ou non sur ce site. Une fois qu'on a défini cet indicateur, qu'on a construit notre calcul, en traitant ces données, on va pouvoir construire des priorités à l'échelle de notre parc. C'est-à-dire qu'en faisant tourner des différents algorithmes
qui vont nous permettre de généraliser cet indicateur sur tous nos bâtiments, sur toutes nos données disponibles. On aura une cartographie de l'ensemble de notre parc. Si on prend par exemple les horaires d'ouverture, se dire, bah, voilà, j'ai 100 bâtiments, je souhaite, mes agents sont présents de 8h à 18h. Quels sont les horaires d'allumage et d'extinction réels de mes sites? Ça peut être une question. Et en ayant avec de l'algorithmie, on peut retrouver, avoir des plages horaires globalement d'utilisation des sites d'un point de vue consommation et non plus d'un point de vue usage. Et en mettant l'un en face de l'autre, on va pouvoir corriger ces dérives. Nous allons regarder ensemble la construction d'un indicateur sur un parc de sites qui nous permet ici d'identifier en masse des dérives. J'ai pris ici la baisse des consommations électriques en inoccupation, ce dont on a parlé juste avant. Donc si on prend une courbe de charge toute simple, on va pouvoir regarder la consommation horaire, la consommation moyenne en journée, donc pendant les plages d'occupation, et la consommation horaire pendant les périodes d'inoccupation, que ce soit la nuit ou le week-end. On pourra construire des indicateurs différents en fonction de nos problèmes. On s'attend nécessairement à avoir un retour à des consommations qui soient plus faibles la nuit et le week-end. On peut définir par exemple le ratio de la puissance moyenne en journée sur la puissance moyenne la nuit. Ce ratio, donc, on va l'avoir par site, mais également on peut l'avoir par jour, par semaine, par mois. Voilà, on aura différents degrés de finesse. L'objectif qu'on peut retrouver sur des sites tertiaires, c'est un retour, une baisse de 50% au moins entre la nuit et le week-end. C'est vraiment un objectif assez conservateur. En fonction des typologies de sites, si vous avez des sites simples, vous pouvez même aller un peu plus loin. Si vous avez des très gros bâtiments, forcément, ils ont une inertie et c'est toujours plus compliqué, surtout d'un point de vue de la ventilation. En faisant tourner donc ces calculs sur un parc de bâtiments, ce qu'on peut regarder, je vous ai mis ici en exemple, on peut mettre en perspective la consommation mensuelle et le réduit moyen qu'on observait sur ce même mois. C'est toujours intéressant d'avoir une deuxième dimension. Ici, la consommation mensuelle, ça va nous permettre de construire des zones de priorité. Je vous ai présenté ici, où globalement, on va avoir en haut à droite les sites les plus en dérive, où leur réduit est élevé, et les plus consommateurs. Donc une action sur un bâtiment, non seulement elle sera a priori simple, puisque le bâtiment est très en dérive, plus on est en dérive, plus c'est facile de faire des économies d'énergie, pas forcément d'atteindre l'objectif, mais de baisser au moins un petit peu. Et comme le bâtiment est très consommateur, l'économie absolue qu'on va faire sera très importante et donc à valoriser. Donc on va commencer par cette zone, on va ensuite aller dans la zone 2, qui sont les bâtiments sur lesquels on peut facilement corriger des dérives, mais qui sont un peu moins consommateurs. Donc l'économie relative sera importante, mais l'économie absolue un peu plus faible. Et ensuite la zone 3, plus difficile à travailler. Et enfin la zone 4, qui est notre cœur de cible. L'objectif, globalement, ça va être toujours de ramener les bâtiments vers cette zone 4, et après de refaire un zoom pour toujours retravailler nos sites et atteindre les objectifs souhaités. Je vous ai mis ici donc un exemple pour les talents de consommation, les ratios de consommation en occupation. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, il est possible de construire, d'identifier de très nombreuses dérives via ces indicateurs, via le traitement en masse de la donnée. Je vous ai mis ici des exemples, c'est une liste qui est non exhaustive. Aujourd'hui, nous, avec notre logiciel de traitement, on arrive à aller assez loin, justement, dans l'identification de ces dérives, et c'est parfois assez surprenant, en fait, les détails qu'on peut obtenir et la vision d'un bâtiment qu'on peut avoir avec ces données. Des exemples de données qui peuvent remonter, c'est par exemple avoir une schématisation de la loi d'eau, de la loi d'air sur l'ensemble du bâtiment, comment notre bâtiment réagit en fonction de la température extérieure. Je vous ai parlé tout à l'heure de rigueur climatique, là on peut même zoomer. Voilà, si la température extérieure moyenne baisse d'1,5 degré, comment mon bâtiment va réagir, va s'ajuster. On peut voir l'évolution du talon sur l'année, sur une semaine, sur un mois. On peut identifier des températures de non-chauffe, donc à partir de quelle température extérieure mon bâtiment va vraiment arrêter de chauffer. C'est toujours intéressant de regarder globalement. Si vous souhaitez avoir un confort à l'intérieur de 19 degrés, vous n'avez pas besoin de chauffer jusqu'à ce qu'il fasse 19. En mi-saison, on a des périodes de redoux où vous allez pouvoir avoir des moments un peu plus calmes d'un point de vue rigueur climatique et sur lesquels on va pouvoir se permettre de chauffer. Globalement, ce qu'on observe, c'est à partir de 16-17 degrés, on peut se permettre de chauffer. De la même manière pour la climatisation, si vous souhaitez avoir 26 degrés dans votre bureau l'été, il ne faut pas chauffer dès qu'il fait 26 degrés l'hiver. L'été, pardon. En extérieur. Globalement, on va attendre qu'il fasse 28, 29 pour mettre en route la climatisation. Donc ça, c'est des données qui vont être intéressantes. Entre ces deux températures, on peut définir une bande morte. Voilà, ça, c'est des exemples. Bien sûr, on peut aller encore plus loin
Mais globalement, ces données, elles sont intéressantes, mais elles vont surtout nous permettre d'améliorer les performances de notre parc de bâtiments. En les exploitant, on va pouvoir proposer des corrections ciblées sur ces différentes dérives. Plus l'analyse a été fine, plus la proposition de correction sera ciblée. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'en fonction des bâtiments et surtout de la capacité de réglage sur les sites, il est possible, avec ces analyses de données à distance, d'atteindre des économies d'environ 7 à 20%. C'est toujours plus compliqué pour des très gros bâtiments, puisqu'à distance, forcément, on a moins cette capacité d'analyser toutes les briques du bâtiment. Sur des bâtiments plus simples, donc plus de taille moyenne, on va dire, par exemple, pour des sites tertiaires, entre 1000 m² et 5000 m², globalement, on peut, et même moins, on peut très facilement identifier en fait des dérives de consommation sur ces différentes données. Au-delà, on peut également identifier des données qui vont nous permettre de cartographier notre parc d'un point de vue, qui vont de renseigner des informations qui peuvent nous être utiles pour des sujets annexes aux économies d'énergie, qui vont permettre des économies d'énergie sur le long terme. C'est par exemple la récupération des puissances des équipements de chauffage réellement appelés sur notre site. De la même manière, les équipements de climatisation, la puissance des pompes de circulation qui sont appelées sur le site. Je vous ai mis ces exemples, vous en doutez, on est mi-décembre 2024, dans 2 semaines, on a la première exigence du décret BAX. Donc, ça va nous permettre de se dire, voilà, j'ai mon parc de bâtiments, sans même avoir besoin de faire des relevés sur l'ensemble de mes sites. Est-ce que j'ai des bâtiments sur lesquels je suis sûr d'être assujetti au décret BAX? Ça nous donnera en fait une indication, ce sera bien évidemment à vérifier pour certains de ces bâtiments. Je vous propose maintenant de synthétiser ce qu'on a vu, l'ensemble du process qui peut être mis en place à l'échelle d'un parc de bâtiments, comment on passe d'une donnée à un parc performant. Donc, comme vous l'a dit mon collègue tout à l'heure, la première étape, ce sera toujours des données qui seront complètes et fiables. On commence toujours par se demander quelles sont les données pertinentes pour notre parc, quel est le moyen de remonter de la donnée qui sera idéal pour nos consommations. Et bien sûr, comme vous l'avez compris, il est important de surveiller la bonne remontée de ces données et surtout que ces données soient cohérentes. Sans une remontée fiable et cohérente, globalement, on pourra avoir les meilleurs algorithmes du monde, être constamment en train de suivre nos courbes. Si les données sont fausses, on sera toujours à côté de la plaque et on ne pourra pas se permettre d'avoir des réglages pertinents. Avec ces données, on va pouvoir construire des indicateurs qui sont adaptés à nos bâtiments. Ça va nous permettre, donc, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est faisable à partir de l'identification de dérives qui sont présentes sur un échantillon de bâtiment. Ces indicateurs, ils doivent être bien évidemment adaptés à notre parc de bâtiments, donc à la typologie des sites. Que ce soit si on a du tertiaire, si on a du retail avec par exemple du froid alimentaire, si on a dans le secteur de la santé, on aura bien évidemment des dérives qui vont être très différentes puisqu'on aura des usages très différents de nos sites. Et également sur ces sites, on aura des process qui peuvent varier de l'un à l'autre, qu'on ait du froid technique pour les data centers, qu'on ait des machines spécifiques à nos sites. Nos courbes ne vont pas ressembler à la même chose, et donc forcément, nos indicateurs ne doivent pas être calculés de la même manière. On doit toujours s'adapter, avoir des objectifs différents, et même ne pas forcément regarder toujours les mêmes indicateurs. Bien sûr, ces indicateurs, ils doivent être mis en perspective de l'occupation des bâtiments. Si on n'a pas ces données, on est globalement plus dans le flou pour pouvoir comprendre en fait comment vit le bâtiment. Mais ça, c'est une donnée qui est souvent plus facile à récupérer. Une fois qu'on a construit cet indicateur, en faisant tourner des modèles d'IA qui nous permettent de traiter ces données disponibles, on va pouvoir révéler les sources de surconsommation. Une fois qu'on a vu ce traitement, on va pouvoir, par indicateur, classer nos sites prioritaires par dérive. Et à partir de ces classements, se dire, voilà, je me concentre aujourd'hui, ce mois-ci, sur ces 20% de sites que j'ai identifiés en dérive, qui sont très consommateurs et sur lesquels je vais souhaiter travailler. Ça va nous permettre de préconiser des actions ciblées et en masse. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est ne plus faire du site par site, mais bien générer des actions sur l'ensemble de mon parc. Et bien sûr, le dernier point qui est indispensable pour réaliser des économies d'énergie, c'est de s'assurer de la bonne correction des dérives via la modification des réglages. Pour cela, il va falloir traduire ce qu'on a pu identifier, donc les préconisations d'action qu'on avait vues, donc
Ah, là, j'observe sur le bâtiment qu'on a un talon de nuit qui est élevé. Ça, d'accord, très bien. Comment ça se fait? Pour cela, il va falloir échanger avec la gestion du site et avec les techniciens de maintenance pour bien comprendre l'utilisation qui est faite du bâtiment et les réglages qui sont mis en place sur le site. Ça va nous permettre d'identifier précisément quel équipement consomme et comment on peut corriger. C'est-à-dire, on va pouvoir réviser les réglages qui sont mis en place sur ce bâtiment, que ce soit par exemple une loi d'eau sur un régulateur de chaufferie, un programme horaire sur une VMC, la mise sur horloge de convecteur électrique, de VMC. Voilà, ça peut être il y a un panel d'exemples très important. Et au-delà de la révision de ces réglages, ce qui va être très important également, pour s'assurer de la pertinence qu'on on est bien parti dans la bonne direction sur ces corrections, c'est de suivre dans le temps ce qui a pu être mis en place. Suivre dans le temps, pourquoi? Pour s'assurer que la dérive est corrigée, tout simplement, dans un premier temps. Si la dérive n'est pas corrigée, même après la mise en place de réglage, on a pu taper au mauvais endroit, ou alors on peut avoir, ça arrive, un régulateur qui est cassé ou un servomoteur qui est bloqué. Et dans ce cas-là, il va falloir revenir sur le bâtiment et essayer de creuser encore davantage. Mais également, si la dérive n'a pas pu être corrigée, on va chercher voilà, toujours à comprendre et à la traiter jusqu'à ce qu'elle puisse être corrigée. À l'inverse, et dans la majorité des cas, on va pouvoir bien corriger cette dérive à partir des échanges qu'on a pu avoir. Une fois cette dérive corrigée, on va s'assurer donc qu'on a un retour à une situation qui est plus suivie, qui est plus performante. Et là, ça va nous permettre de chiffrer les économies d'énergie qui ont été réalisées et ça nous permettra de valoriser en fait le travail qui a été réalisé à la fois pour la gestion du bâtiment comme pour le technicien qui est en charge de la maintenance du site. C'est toujours très valorisant de se dire voilà, là les temps qu'on a pris ensemble, les inspections qu'on a vues, les réglages qu'on a repris, ça nous a permis de réaliser 12% d'économie sur le mois dernier sur le site. Et ça, voilà, ça nous permet de lancer une démarche d'économie qui est très importante. Tout ce process et ces différentes étapes, vous pourrez les retrouver dans un livre blanc que nous avons conçu, qui vous permettra qui sera une aide en fait pour construire une stratégie de data management pour votre parc de bâtiments. Ça vous donnera les étapes clés pour assurer une complétude optimale de données sur votre parc et des clés sur comment utiliser au mieux ces données pour aller vers une performance euh, optimale sur votre parc de bâtiments. Donc n'hésitez pas à scanner ce QR code. Bien évidemment, la présentation a été enregistrée. On vous partagera un lien que vous pourrez retrouver si vous souhaitez retrouver des informations. Je vous propose maintenant de consacrer un petit peu de temps aux questions et réponses que nous pouvons avoir sur le bâtiment, pardon, sur cette présentation. Il me fera un plaisir d'y répondre avec mon collègue. Alors, par exemple, on a une première question tout à l'heure sur le sujet des fuites d'eau. En combien de temps est-il possible de détecter une fuite d'eau? Alors là, ça dépend vraiment de votre montée de données. Si vous avez une facture mensuelle, vous allez pouvoir identifier une surconsommation et d'un coup avoir une surconsommation d'un mois sur l'autre. Si au contraire, vous avez des compteurs communicants qui vont remonter à un pas de temps horaire, vous pourrez, en fonction de votre réactivité, détecter la fuite sera visible, on va dire, dès que la donnée va remonter, donc ça peut être 1 heure, 2 heures après que la fuite se soit passée, le temps que le capteur communique effectivement avec la plateforme que vous utilisez. Une fois que mais globalement, pour pouvoir la corriger et être sûr qu'il y a une dérive, on va toujours prendre un petit peu de précaution et regarder qu'on ait des points sur 2, 3 heures par exemple, parce que on peut avoir un pic d'appel de puissance. Je ne sais pas, sur votre site, vous avez des pelouses en amont de votre site et vous avez le gardien qui va arroser les pelouses, vous allez avoir un pic de consommation le soir. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une fuite d'eau. Donc, par contre, si cette surconsommation dure dans le temps et souvent est assez stable, ce qu'on observe avec une fuite, c'est souvent constant dans le temps, alors effectivement, on va pouvoir identifier cette fuite. Nous, ce qu'on observe sur les systèmes d'alerte qu'on a mis en place sur notre plateforme, c'est qu'on arrive à identifier ces fuites dès le lendemain globalement, puisqu'on va regarder si on a des surconsommations sur la nuit précédente. Alors, une autre question, donc, qu'est-ce qu'on a? Y a-t-il un nombre limité de bâtiments gérés sur la plateforme? Alors ça, non, effectivement, aujourd'hui, sur les différentes plateformes, en tout cas sur CAV que je connais bien, il n'y a pas de limite.
Pouvez-vous nous donner un exemple d'indicateur adapté au bâtiment? Alors, ça dépend de typologie de bâtiment que vous pourrez avoir. Ce qui peut être intéressant de regarder, par exemple, si on reprend l'exemple que je vous ai montré, donc c'est l'évolution d'un ratio de consommation jour-nuit sur votre bâtiment qui va vous permettre d'identifier une dérive. Je réfléchis à un autre dont on n'a pas forcément parlé. Ça va être par exemple la détection des horaires d'ouverture votre parc et donc de comprendre globalement, j'ai ces 10 bâtiments qui sont ouverts d'un point de vue consommation électrique ou de chauffage qui sont ouverts 15 heures par jour alors qu'ils sont occupés que 8 heures par jour. Euh, c'est problématique, comment corriger cette dérive et surtout de voir quels sont les bâtiments qui s'allument les plus tôt et sur lesquels on a des retours à des talons les plus tard. Ce qui va nous donner, en fait, on aura trois phases, comme ce que vous voyez sur la courbe de charge tout à l'heure. On aura notre talon nocturne, une phase d'allumage, une phase de consommation journalière, une phase d'extinction, donc ça fait 4, pardon, et un retour à notre talon. Donc ce qu'on va regarder, c'est à quelle heure on a cette phase d'allumage, de quelle heure à quelle heure est notre phase de consommation classique et de quelle heure à quelle heure se situe notre phase d'extinction. Donc, ça va nous donner un certain nombre de données qu'on peut regarder par jour, par semaine, par mois. On peut suivre l'évolution et à chaque fois, ça va nous permettre de mettre en perspective ces différentes informations et donc de détecter les sites problématiques vis-à-vis de cette dérive. Je fais une question qui me concerne, alors je vais rebondir. Pour définir ce qu'est une ELD, ELD, c'est pour entreprise locale de distribution. Donc, on vous parlait du distributeur d'énergie comparé au fournisseur d'énergie. Classiquement, le distributeur d'énergie, c'est celui qui amène l'énergie chez vous, c'est Enedis ou VRDF. Là où le fournisseur, c'est la personne à laquelle vous achetez l'énergie, donc c'est plutôt EDF, Total, Engie, tutti quanti. Et une ELD, c'est une entreprise qui réalise le même travail qu'Enedis ou VRDF, mais généralement sur des périmètres plus petits. On a pas mal de ELD, notamment dans le Grand Est, qui sont connus comme Électricité de Strasbourg, dans la région de Grenoble avec Greenalp, ou dans la région de Bordeaux avec Régaz, qui s'occupe du gaz. On a une question sur la quantification des émissions de CO2 évitées grâce à une gestion optimisée de la consommation énergétique. Donc pour cela, vous avez plusieurs méthodes. Soit en regardant, donc le plus simple à suivre, ça va être de regarder vos consommations énergétiques sur une année, où le bâtiment n'a pas forcément été optimisé, de mettre en place un modèle de référence. Donc ce qui est communément suivi dans notre secteur, c'est le modèle IPMVP qui vous permet d'adapter en fait vos consommations à partir d'une année de référence à la rigueur climatique et donc de suivre les économies énergétiques que vous ferez. Et comme vous avez des facteurs de conversion standards qui sont préconisés par l'ADEME au niveau national, vous pouvez convertir ces économies d'énergie en économies de CO2. C'est également possible de chiffrer par action, par exemple sur certaines actions qui sont assez simples à chiffrer, la mise en arrêt d'un convecteur électrique qui tournait tous les week-ends, c'est d'un convecteur électrique d'1 kilowatt qui tournait actuellement tous les week-ends que vous coupez, donc vous économisez 48 heures fois 1 kilowatt, si je prends vraiment en simplifiant, donc vous aurez économisé 48 kWh. 48 kWh, en prenant les facteurs de conversion de l'ADEME, ça vous donne directement une économie d'émissions de CO2 en équivalent gaz à effet de serre. Pour jouer une question sur l'accès à CI par le biais de nos téléphones portables, les possibilités liées à l'application mobile, elles ont évolué. C'est un changement, une évolution de notre part. Si vous avez besoin de plus d'informations dans le détail, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel sur la question pour qu'il vous présente la nouvelle application. Une question sur le paramétrage des alertes également sur CEVI pour reprendre l'exemple de la détection de fuite d'eau via des capteurs IoT. Alors pour cela, souvent c'est des paramétrages qui demandent un peu d'expertise métier, donc c'est des choses que nous faisons nous de notre côté. C'est mes collègues chefs de projet plateforme qui vont s'en occuper, et donc je vous préconise de vous rapprocher de votre contact chez Adviseo pour voir avec lui le paramétrage de ces alertes. À savoir que si vous voulez vous lancer dedans, donc c'est quand même accessible aux utilisateurs, et il y a un webinaire qui a été fait sur le sujet il y a quelques temps et dont le replay doit être disponible. Je m'en remets à Marie qui est avec nous si elle a l'information.
Bonjour, en effet, le replay est disponible sur le site web d'AdVideo, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Toutes nos ressources sont disponibles, notamment dans la partie webinaire. Je vois ensuite une question sur remonter les données automatiquement de tous les fournisseurs d'électricité sur Savvy. Alors la réponse malheureusement est non. On n'a pas de connecteur avec l'ensemble des fournisseurs qui sont au nombre. On n'a pas le nombre exact, mais il y a un très grand nombre de fournisseurs. On en a très régulièrement qui apparaissent, qui se créent ou qui modifient leur format. Donc on n'a pas de connecteur pour l'ensemble des fournisseurs. Mais si vous avez des questions sur des fournisseurs en particulier ou sur la création d'un nouveau connecteur, n'hésitez pas à contacter votre contact Adviseo pour discuter de ce qu'il est possible de faire. On développe régulièrement, on étoffe notre catalogue de fournisseurs connectés assez régulièrement. Donc ça vaut le coup de poser la question si vous avez un exemple précis. Une question sur, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure d'IA au service de la performance. Sur quel type d'IA vous appuyez? Est-ce que c'est l'IA qui préconise des actions automatiques, par exemple? Alors, dans le terme d'IA, effectivement, ça va être des algorithmes de... euh, on va avoir du... Alors, je n'ai pas toutes les spécificités, j'ai des collègues qui vont connaître ça bien mieux que moi. Globalement, on n'aura jamais une préconisation d'action directement qui est faite à partir d'un algorithme. On va avoir euh, des priorisations avec des indicateurs chiffrés. Et après, il y aura toujours une vérification humaine qui est nécessaire pour mettre en perspective. Certes, on a cet indicateur, mais avec une connaissance du bâtiment. Bon, voilà, ça s'explique. On a eu une densification du site, on a eu des travaux. Voilà, donc on va jamais préconiser automatiquement une action, parce que sinon, en fait, sans ce filtre humain, ce qu'on observe, c'est que sinon, on a les mainteneurs qui ont la charge de la gestion des bâtiments se retrouvent inondés de problèmes qui ne sont pas en fait toujours pertinents. Et donc, on souhaite toujours avoir ce retraitement humain qui est nécessaire pour mettre en perspective ces indicateurs avec la connaissance des bâtiments. Mm. Et je précise que la préconisation complètement automatique d'action via l'IA, aujourd'hui, elle est vraiment à l'état de recherche et développement. On est d'ailleurs lauréat d'un appel à projet pour des démonstrateurs d'IA Frugal. Et comme dit, aujourd'hui, ce sont vraiment des démonstrateurs. On est à l'état de recherche et développement pour la génération de préconisations directement. Donc, c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui actif et sur le marché, c'est quelque chose auquel on travaille activement pour permettre à ce que le filtre humain n'ait plus vraiment qu'une dernière vérification et apporter l'expertise métier et qu'il n'ait pas à faire à devoir gérer tout ce qu'il y a les chiffres derrière, que ce soit au maximum géré par la machine, pour qu'il y ait vraiment l'intelligence humaine et le dernier filtre qui passe uniquement, et pas qu'il y ait des calculs à refaire derrière. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Et dans tous les cas, vous avez nos contacts. Si vous avez par la suite des questions pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On fera attention à y répondre. On vous laisse encore un petit peu de temps. On vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. On espère que ça a été pertinent et que ça vous a apporté des informations sur ces notions de complétude, de correction de la donnée et d'utilisation de cette donnée pour la mise en place de corrections ensuite sur les différents bâtiments. Alors, on souhaite globalement, c'est quelque chose, c'est un travail continu que le retraitement de cette donnée et la correction de cette dérive. Ce qu'on observe globalement, c'est que il ne suffit pas d'avoir fait une passe une fois sur un bâtiment pour qu'il soit performant ad vitam aeternam. C'est un travail continu. C'est exactement la même manière pour la collecte et le traitement des données, ce que vous a présenté mon collègue Jean-Baptiste. Il faut une vigilance permanente, que ce soit au niveau de votre plateforme de suivi ou au niveau du suivi de la régulation en fait, de votre site, directement sur le bâtiment. Très bien, bah si vous n'avez pas de dernière question, donc nous vous trouverez le, le webinaire en replay. Alors, quelles sont les modalités pour le retrouver? Alors, il sera disponible directement sur LinkedIn et pour ceux qui ont pu s'inscrire au webinaire via notre mail, il vous sera envoyé
à l'issue de ce dernier. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Vous retrouverez également le livre blanc sur le data management qui vous permettra éventuellement de compléter tout ce qui a été dit pendant ce webinaire. Donc voilà, les deux canaux, ce sera principaux, ce sera LinkedIn et l'emailing. Et ensuite, vous retrouverez ce replay dans les ressources du site internet dans la catégorie webinaire. Merci à tous. Merci à tous, bonne fin de journée. Ouais, bonne journée. Au revoir.